Dans la scène d'ouverture, on nous présente Isabelle, une jeune femme insouciante qui s'apprête à prendre un vol vers une autre ville pour des raisons professionnelles. Un passager, la voyant avoir du mal à ranger ses bagages dans le compartiment à bagages, lui propose de l'aider. Une conversation s'engage alors entre eux et, très vite, leurs échanges les amènent à parler de leurs professions respectives. Nous découvrons que l'homme est critique de musique classique. Isabelle tente d'entretenir la conversation et révèle que son premier petit ami était lui aussi un musicien classique, du nom de Pasterna. Ce nom semble familier à l'homme, qui se souvient de la pire théorie musicale qu'on lui avait confiée pour une critique il y a de nombreuses années. La personne qui avait présenté cette théorie s'appelait elle aussi Pasterna. L'homme se souvient comment, par sa critique, il avait démoli cette théorie, mettant fin à la carrière musicale de Pasterna. Soudain, Isabelle le regarde avec surprise, réalisant qu'il parle de la même personne. Elle était encore la petite amie de Pasterna lorsque la critique de sa théorie musicale est sortie et se souvient qu'il n'était pas sorti de sa chambre pendant 3 jours après la publication de la critique. À ce moment précis, une femme âgée dans une autre file est intriguée par leur conversation. Elle se retourne et révèle que Pasterna était l'un de ses élèves au lycée, il y a des années. C'est encore l'élève le plus singulier qu'elle ait jamais eu, car il n'était bon à rien. Les trois se regardent, surpris par cette coïncidence, mais les événements étranges ne s'arrêtent pas là. Un jeune homme assis quelques rangées plus loin reconnaît la vieille dame comme étant son professeur de lycée. Apparemment, à l'école, elle avait l'habitude de maltraiter Pasterna. Le critique musical comprend ce qui se passe et demande aux autres passagers si l'un d'entre eux connaît une personne du nom de Pasterna. Lorsque presque tout le monde lève la main, il est clair que quelque chose ne va pas. Cela se confirme encore davantage lorsqu'il découvre que personne dans l'avion n'a payé son billet. Le critique musical demande à Isabelle comment s'est terminée sa relation avec Pasterna et elle révèle qu'elle l'a trompé avec son seul ami, qui est assis à quelques sièges de là dans l'avion. Alors que tout le monde commence à paniquer, une hôtesse de l'air effrayée sort et révèle qu'elle a été contrainte de travailler aujourd'hui par Pasterna, qui est le chef de cabine du vol. Elle est inquiète car, il y a quelques minutes, les pilotes ont cessé de répondre et la porte du cockpit est fermée. Ailleurs, un couple de personnes âgées profitent tranquillement du week-end au bord de la piscine. Leur moment de tranquillité est interrompu par le faible bruit d'un avion en vol. L'histoire s'achève quelques secondes avant qu'il ne soit percuté, laissant aux spectateurs le soin d'imaginer la suite. La deuxième histoire de la série se déroule dans un petit snack-bar. Par une nuit de tempête, un homme politique nommé Rohan arrive dans le snack-bar désert et la seule serveuse, Moza, l'accueille. Dès le début, Rohan se montre grossier et sarcastique à son égard. Il fait des remarques sur son manque de compétences avant de passer commande. Moza se dirige d'un pas décidé vers la cuisine, en disant au propriétaire du restaurant qu'elle déteste cet homme. Cependant, ce n'est pas pour la raison que le propriétaire suppose. Il s'avère que Rohan était percepteur dans le village de Moza il y a quelques années. Il a escroqué son père en lui faisant contracter une dette colossale qui a fini par causer sa mort. Moins de 2 semaines après le décès, il a tenté de séduire sa mère en lui offrant une somme d'argent considérable. Lorsque Moza dit qu'elle aimerait envoyer Rohan au diable, la propriétaire, Alexis, lui suggère une meilleure option. Elle veut empoisonner sa nourriture et le tuer. Dans la scène suivante, elle va voir Rohan pour savoir s'il a besoin de quelque chose. Il lui fait une demande inhabituelle et lui demande de jeter un œil à son affiche électorale. C'est alors que Moza découvre que l'homme se présente à la mairie. Alexis pense que c'est une raison de plus pour le tuer, car cela rendrait service à la ville. De plus, elle a déjà fait de la prison et sait que c'est bien mieux que sa vie de tenancière de snack-bar. Cependant, Moza refuse de tuer qui que ce soit et va voir Rohan avec son repas. De retour en cuisine, elle découvre qu'Alexis l'a empoisonné sans son consentement. Les deux femmes regardent Rohan savourer son repas avec appétit, mais le poison ne semble pas avoir d'effet sur lui. Alexis pense que c'est parce que le poison est périmé, mais elle se demande si un poison périmé est plus ou moins dangereux. Peu après, on voit le fils de Rohan le rejoindre à table pour le dîner. Moza panique car elle ne veut pas tuer un homme innocent. Elle se précipite dehors et jette le repas sur Rohan, mais il est trop tard car son fils en a déjà mangé un peu. Rohan est pris de rage et attaque Moza, prêt à la tuer. Mais avant qu'il ne le fasse, Alexis réagit par instinct et le poignarde brutalement à mort. Moza se relève, couverte du sang de son ennemi désormais mort. Dans la dernière scène, elle et le fils de Rohan sont secourus par les ambulanciers tandis qu'Alexis est arrêté par la police. Elle ne montre aucun signe de remords et est heureuse d'aller en prison. La troisième histoire se déroule sur une autoroute déserte. Un riche homme d'affaires prétentieux nommé Diego roule seul lorsqu'il croise une autre voiture qui le dépasse en dérapant. Furieux du manque de talent de conduite de l'autre, Diego lui hurle des insultes racistes et lui fait un doigt d'honneur. Quelques kilomètres plus loin, il a un pneu crevé et doit s'arrêter juste devant un pont. Il fait de son mieux pour réparer le pneu, mais pour une raison quelconque, la voiture ne démarre pas. Abandonnant, Diego appelle un mécanicien qui arrivera dans une demi-heure.
Juste après son appel, il remarque la voiture de tout à l'heure qui se dirige vers lui. Sachant que le conducteur voudra se venger, Diego monte rapidement dans sa voiture et verrouille les portières. Comme il l'avait prévu, le conducteur, qui s'appelle Milan, gare sa voiture devant la sienne et recule pour percuter celle de Diego. Puis il sort un marteau et le frappe plusieurs fois contre le pare-brise. Diego le regarde, frustré, essayant de contenir sa colère car il sait qu'il ne peut rien faire. À son tour, Milan va encore plus loin dans ses exactions, en déféquant sur le pare-brise de la voiture et en y urinant. Après quoi, il monte dans la voiture et soudain, celle de Diego démarre. La rage lui brûlant les yeux, il fonce avec sa voiture contre celle de Milan et la pousse dans un précipice, avant de s'éloigner. Dans la scène suivante, on voit Milan grimper le long de la falaise, ayant survécu à l'accident. Il court après Diego mais n'arrive pas à suivre le rythme de la voiture. Juste au moment où l'on pense que leur confrontation est terminée, quelque chose prend le dessus sur Diego et il fait demi-tour, avec l'intention de renverser Milan et de le tuer. Cependant, avant d'y parvenir, il perd le contrôle de sa voiture et dévale la pente, tout comme Milan l'avait fait. Ce dernier a désormais le dessus. Il fait irruption dans la voiture de Diego à l'aide d'un pied de biche et se bat avec lui. Il met ensuite le feu au réservoir d'essence, espérant que la voiture explose et emporte Diego avec elle. Mais avant qu'il ne puisse descendre, l'homme d'affaires reprend le contrôle de la situation et le retient. De retour sur le pont, un mécanicien arrive et assiste à une violente explosion, avant d'appeler rapidement la police. Dans la dernière scène, la police examine la voiture calcinée. Les corps sont proches l'un de l'autre et on suppose que c'est parce qu'ils essayaient de se sauver mutuellement. Le 4e court-métrage raconte l'histoire d'un ingénieur nommé Simon. Un jour, après le travail, il se rend dans une boulangerie, impatient d'acheter un gâteau pour l'anniversaire de sa fille. En sortant, Simon s'aperçoit que sa voiture a disparu et trouve une contravention pour stationnement interdit par terre. Il s'avère qu'il s'était garé dans une zone réservée, ce qu'il n'aurait jamais pu savoir car le trottoir n'est pas peint en jaune. Même s'il est en retard pour la fête d'anniversaire, il décide de se rendre d'abord au bureau de la préfecture pour déposer une réclamation. À sa grande incrédulité, on lui demande de payer l'amende et les frais de mise en fourrière avant de pouvoir déposer une réclamation concernant le trottoir non peint. Il tente de discuter avec l'agent, mais celui-ci l'ignore. Sur le chemin du retour, Simon est pris dans un embouteillage, et sa fille doit donc se contenter d'un biscuit pour son anniversaire, à la place du gâteau. La femme de Simon, Mélissa, est furieuse de son manque d'attention envers la famille. Même pendant qu'elle lui explique sa déception, Simon continue de se plaindre de l'absence de réglementation dans leur ville. Finalement, Mélissa demande le divorce, décidant qu'elle ne peut plus rester avec lui. Le lendemain, Simon se rend une nouvelle fois au service des immatriculations et se retrouve confronté au même problème. Personne ne veut accepter sa réclamation tant qu'il n'aura pas payé pour l'erreur qu'il n'a pas commise. Toute sa frustration refoulée explose lorsqu'il frappe la barrière de verre avec un extincteur. Il est immédiatement arrêté et l'affaire fait la une de la télévision. Le lendemain, l'avocat de Simon le fait sortir sous caution et lui révèle qu'il a été licencié par son entreprise pour avoir terni son image. Le même jour, il doit se présenter au tribunal pour déterminer qui obtiendra la garde de sa fille après le divorce. L'affaire penche en faveur de sa femme car, pour l'instant, il n'a pas d'emploi. Pour remédier à la situation, Simon se met immédiatement à la recherche d'un emploi, mais en raison de sa réputation, aucune entreprise ne veut lui donner sa chance. Frustré par ce refus, il insulte la réceptionniste d'un des bureaux. Mais le karma le rattrape rapidement lorsqu'il découvre que sa voiture a de nouveau été mise en fourrière. Cette fois-ci, il prend simplement un taxi pour se rendre au service des immatriculations, paie l'amende et récupère sa voiture. Dans la scène suivante, on voit Simon en train de prendre son petit déjeuner dans un café. Sa voiture est garée dehors, à nouveau dans une zone d'interdiction de stationnement, mais cette fois-ci, le trottoir est également signalé. Il regarde en silence tandis que sa voiture est mise en fourrière pour la 3e fois en 2 semaines. Quelques heures plus tard, une forte explosion effraie tout le monde au bureau de la préfecture et détruit la moitié du bâtiment. On découvre que Simon, étant ingénieur, a rempli sa voiture de dynamite pour donner une leçon au bureau de la préfecture. Son avocat défend l'affaire au tribunal, affirmant que l'explosion était accidentelle. Cela attire l'attention des médias et plusieurs cas de traitement injuste de la part de la motorisation sont révélés dans les actualités. Dans la dernière scène, on le voit fêter son anniversaire en prison avec sa fille et sa femme. Il est désormais une icône pour le public qui le surnomme affectueusement « Dynamite ».